Imaginez ceci, vous êtes dans une pièce pleine de gens, tous s'efforçant de réussir. Certains jouent juste, travaillent dur et restent fidèles à leurs valeurs. Dit autrement, manipulent et piétinent sur quiconque sur leur chemin. Et pourtant, ce sont souvent les impitoyables qui grimpent le plus haut. Pourquoi le monde est-il vraiment truqué en faveur des pires d'entre nous? Dans l'histoire, la politique, les affaires, partout où vous regardez, vous trouverez des exemples d'individus qui, malgré leur manque de moralité, ont obtenu un pouvoir extraordinaire. Des empereurs impitoyables au PDG des foyers, le motif se répète. Mais ce n'est pas seulement une coïncidence, c'est une caractéristique de la nature humaine, profondément ancrée dans notre psychologie évolutive et nos structures sociales. Dans un monde où les ressources sont rares, la concurrence est inévitable. Ceux qui hésitent, qui cherchent une équité à chaque tournant, se retrouvent souvent laissés pour compte. Pendant ce temps, ceux qui sont prêts à exploiter, tromper et dominer le sommet. Cette dure réalité nous oblige à affronter une question inconfortable. La moralité est-elle une faiblesse dans le jeu du pouvoir? Pourtant, le paradoxe est le suivant, alors que les pires personnes réussissent souvent à court terme. L'histoire est également remplie d'histoires de leur chute. La question n'est pas seulement pourquoi ils se lèvent, mais si leur succès est durable. Et plus important encore, qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui refusent d'abandonner nos principes? Nietzsche considérait le pouvoir comme une force de vie indéniable. Quelque chose de bien ni de mal en soi, mais simplement comme une vérité d'existence. Pour comprendre pourquoi les pires personnes réussissent, nous devons d'abord comprendre la nature du pouvoir lui-même. Et pour ce faire, nous devons plonger dans l'une des idées les plus controversées de Nietzsche, la moralité maîtresse contre la morale des esclaves. Allons plus loin, imaginez deux guerriers debout sur un champ de bataille. L'un est fort, décisif et intrépide. Il prend ce qu'il veut, façonne le monde à sa volonté et ne demande pas la permission. L'autre hésite, attendant la validation externe, cherchant l'équité et espérant que le monde récompensera sa vertu. Lequel de ces deux est le plus susceptible de survivre? Lequel est le plus susceptible de gouverner? Friedrich Nietzsche a soutenu que la moralité elle-même n'est pas une vérité universelle, mais une création de lutte de pouvoir à travers l'histoire. Il a vu deux systèmes moraux fondamentaux, la moralité maîtresse et la morale des esclaves. Ce ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ils expliquent pourquoi les individus impitoyables atteignent souvent la domination, tandis que ceux qui priorisent la gentillesse et la lutte d'équité. La moralité maître et la moralité des strongs, les dirigeants, les conquérants. Il est basé sur des valeurs telles que la force, le courage, l'ambition et le pouvoir. Pour les maîtres, ce qui est bon, c'est ce qui améliore leur capacité à dominer, créer et affirmer leur volonté sur le monde. Ils ne recherchent pas l'approbation, ils définissent leurs propres valeurs, ils assument la responsabilité de leur destin et ne voient pas la faiblesse comme quelque chose à protéger, c'est simplement quelque chose à surmonter. La moralité des esclaves, en revanche, est la moralité des opprimés, les impuissants, ceux qui ne peuvent pas imposer leur volonté directement. Au lieu de célébrer la force, ils glorifient l'humilité, l'obéissance et le sacrifice de soi. Ils enseignent que la souffrance est noble et que le pouvoir est intrinsèquement mauvais. Nietzsche a vu cela comme un système moral créé par ceux qui n'ont pas la capacité de dominer, une adaptation psychologique qui leur a permis de survivre dans un monde contrôlé par les forts. Mais voici la vérité inconfortable. La moralité des esclaves n'empêche pas la montée de l'absence impitoyable. Il le permet. En condamnant l'ambition et en faisant honte à la poursuite du pouvoir, il laisse le pouvoir entre les mains de ceux qui ne se soucient pas du tout de la moralité. Alors que les nobles hésitent, ceux qui embrassent la maîtrise prennent le contrôle. Et dans un monde où l'hésitation est égale à la défaite, les résultats sont inévitables. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Devrions-nous abandonner entièrement la moralité et adopter le chemin impitoyable? Ou y a-t-il une autre façon de concilier la force et la vertu? Pour répondre à cela, nous devons approfondir la psychologie de ceux qui montent au pouvoir, ceux qui refusent d'être victimes de circonstances. Imaginez un vaste sauvage. Dans ce monde, la survie ne concerne pas l'équité ou la gentillesse. Il s'agit de force, d'adaptabilité et de volonté de faire tout ce qu'il faut. Le lion ne demande pas la permission de chasser. La tempête ne s'excuse pas pour sa destruction. La nature ne récompense pas la moralité, il récompense ceux qui peuvent endurer, ceux qui peuvent dominer. La société humaine n'est pas différente. Sous nos lois et contrats sociaux, la bataille primitive pour la survie fait toujours rage. Ceux qui montent au pouvoir partagent souvent un trait déterminant l'impitoyabilité. Pas nécessairement de la cruauté, mais la capacité d'agir de manière décisive, sans hésitation ou culpabilité. Ce n'est pas un accident. C'est une adaptation évolutive,
un mécanisme qui a permis aux individus et aux empires de prendre le contrôle dans un monde qui n'attend pas l'hésitation. Les psychologues ont longtemps étudié les traits qui prédisent le succès dans des environnements compétitifs. À maintes reprises, nous voyons les mêmes schémas des niveaux d'ambition élevés, une faible sensibilité à la peur, et peut-être le plus controversé, un sentiment d'empathie réduit pour ceux qui se maintiennent sur le chemin. Cela ne signifie pas que toutes les personnes puissantes sont des psychopathes, mais cela signifie que beaucoup d'entre eux possèdent des traits qui leur permettent d'agir sans les contraintes émotionnelles qui retiennent les autres. Considérez les dirigeants, les entrepreneurs et les conquérants qui ont remodelé l'histoire, de Julius César au mania des affaires modernes. Le schéma est clair, l'hésitation est une responsabilité, et le pouvoir est pris, non donné. Les forts n'attendent pas la permission de diriger, ils avancent, prennent des risques et font face à des conséquences plus tard. C'est pourquoi les impitoyables s'élèvent souvent, tandis que l'hésitation reste dans l'ombre. Mais voici le paradoxe, l'impitoyabilité seule ne suffit pas. Ceux qui exercent le pouvoir sans sagesse sont souvent confrontés à des chutes spectaculaires. Les mêmes qualités qui permettent à une personne de grimper au sommet peuvent également être leur perte. Un chef qui gouverne la peur seul sera finalement consommé par les forces mêmes qu'il contrôlait autrefois. L'histoire est jonchée de tyrans qui pensaient qu'ils étaient invincibles jusqu'à ce qu'ils ne soient pas. Donc, si le pouvoir est souvent saisi par ceux qui sont impitoyables, cela signifie-t-il que la moralité et l'équité sont vouées à l'échec? Pas nécessairement. Mais pour comprendre pourquoi, nous devons défier l'une des plus grandes illusions de la société moderne, la croyance que le monde est juste. Depuis l'enfance, on nous dit une histoire réconfortante que le monde est juste, que les bonnes personnes sont récompensées et que la justice prévaudra toujours. Les contes de fées, les enseignements religieux et les philosophies morales renforcent cette croyance. Mais alors que nous entrons dans la réalité, une contradiction brutale émerge. Les travailleurs les plus difficiles ne sont pas toujours les plus riches, les plus honnêtes ne mènent pas toujours, et les cœurs les plus gentils sont souvent les plus brisés. Cette déconnexion n'est pas un défaut du système, c'est le système. L'idée d'équité est, à bien des égards, une construction sociale, un récit conçu pour maintenir l'ordre plutôt que de refléter la réalité. C'est une illusion réconfortante, mais une illusion néanmoins. Le pouvoir et le succès ne sont pas distribués en fonction du mérite seul. Ils sont pris, combattus pour, et souvent thésaurisés par ceux qui comprennent mieux le jeu que les autres. La recherche psychologique a révélé un phénomène appelé la Just World Fallacy, la tendance à croire que la vie est intrinsèquement juste et que les gens obtiennent ce qu'ils méritent. Cette croyance est dangereuse car elle encourage la passivité. Si nous supposons que la bonté seule mènera au succès, nous risquons d'ignorer les réalités de la concurrence, de la stratégie et du pouvoir. Et pendant que nous attendons la justice, ceux qui ne partagent pas nos illusions avancent déjà. Mais cela signifie-t-il que la moralité n'a pas de sens? Devrions-nous abandonner tous les principes dans la poursuite du pouvoir? Pas tout à fait. La clé est de comprendre le jeu sans devenir esclave. Ceux qui souffrent le plus sont souvent ceux qui croient que le simple fait de jouer avec bien sera suffisant. Mais ceux qui apprennent à équilibrer l'intégrité avec la pensée stratégique, qui combinent la gentillesse et la force, sont ceux qui réécrivent les règles. La vérité est la suivante, l'équité n'est pas quelque chose que nous pouvons nous attendre. C'est quelque chose que nous devons créer, et cela nécessite de la puissance. Nietzsche considérait cette lutte comme un élément fondamental de l'existence humaine. Sa réponse n'était pas de se rendre à l'illusion de l'équité, ni de devenir inlassablement impitoyable. Au lieu de cela, il a souligné quelque chose de plus élevé, un moyen de transcender à la fois la faiblesse et la cruauté. Pour comprendre cela, nous devons explorer l'une de ses idées les plus révolutionnaires, le Übermensch, l'individu qui dépasse la moralité, au-delà des illusions et au-delà des limites. Imaginez debout au bord d'un vaste abîme. Derrière vous se trouve le monde tel quel, rempli d'injustice, de limitations et du poids oppressif de la convention. Avant que vous ne mentiez l'inconnu, un chemin seulement le gras ose marcher. La plupart hésiteront, enchaînés par la peur et le doute, mais quelques-uns feront le saut. Ce sont les Übermenschen, les individus qui s'élèvent au-dessus des masses, qui forgent leur propre chemin, qui redéfinissent le pouvoir selon leurs propres conditions. L'idée de Friedrich Nietzsche sur le Übermensch, ou sur Man, ne concerne pas la force brute ou la domination aveugle. Il s'agit de s'auto-opinant. Le Übermensch est quelqu'un qui refuse d'être victime de circonstances, qui n'accepte pas la moralité imposée sans aucun doute, et qui façonne son propre destin au lieu de se conformer aux attentes des autres. Au cœur du Übermensch se trouve la volonté du pouvoir.
Contrairement à la moralité passive de la soumission et de la culpabilité, la volonté de pouvoir consiste à embrasser ses instincts les plus profonds, pour créer, à transformer, à imposer un sens à un monde dénué de sens. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de contrôler soi-même. Alors que les faibles sont piégés par la peur, le Übermensch avance, sans attache des illusions de la société. Mais voici la clé, le Übermensch n'est pas impitoyable pour la cruauté. Contrairement aux tyrans et aux manipulateurs qui saisissent le pouvoir par insécurité, le Übermensch n'a pas besoin de validation. Leur force vient de l'intérieur. Ils ne comptent pas sur la tromperie ou l'oppression, car leur pouvoir est autogénéré, indépendant de l'approbation externe ou du succès éphémère. C'est pourquoi les pires personnes peuvent augmenter. Les tyrans et les manipulateurs qui saisissent le pouvoir de l'insécurité, le Übermensch n'a pas besoin de validation. Leur force vient de l'intérieur. Ils ne comptent pas sur la tromperie ou l'oppression, car leur pouvoir est autogénéré, indépendant de l'approbation externe ou du succès éphémère. C'est pourquoi les pires personnes peuvent monter au pouvoir, mais ils ne transcenderont jamais vraiment. Les impitoyables jouent un jeu temporaire, grimpant à travers la manipulation et la force. Mais le Übermensch joue le jeu infini, construisant quelque chose de plus grand qu'eux. Ce sont des créateurs, pas seulement des preneurs. Alors, comment incarnerons-nous cela? Comment naviguer dans un monde qui récompense les impitoyables, tout en refusant de devenir l'un d'entre eux? La réponse réside dans la compréhension du pouvoir non pas comme une arme, mais comme un outil. La prochaine étape consiste à apprendre à rivaliser dans un monde qui n'attend pas le bon cœur. Imaginez ceci, vous êtes dans un jeu à enjeu élevé, où les règles sont écrites par ceux qui jouent pour gagner à tout prix. Si vous hésitez, si vous supposez que l'équité vous protégera, vous perdez. C'est la réalité que beaucoup sont confrontés dans les affaires, la politique et la vie elle-même. Les impitoyables le savent, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais cela signifie-t-il que vous devez devenir comme eux pour survivre? Pas nécessairement. L'erreur que la plupart des gens font est de croire qu'elles n'ont que deux choix, soyez impitoyable ou soyez une victime. Mais il y a un troisième chemin, qui mélange la pensée stratégique avec l'intégrité, qui vous permet de rivaliser sans perdre votre âme. La philosophie de Nietzsche ne concernait pas la domination aveugle. Il s'agissait de transcender la faiblesse tout en maintenant l'authenticité. La clé est de comprendre le pouvoir sans être asservi par elle. Voici comment l'une des plus grandes faiblesses que les gens ont est leur conviction que la vie devrait être juste. Ils ne devraient pas, ce n'était jamais. Les concurrents les plus forts acceptent cela au début. Ils ne perdent pas de temps à se plaindre de l'injustice. Ils apprennent les règles du jeu et les utilisent à leur avantage. Cela ne signifie pas abandonner l'éthique. Cela signifie reconnaître que le pouvoir est neutre. Et ceux qui le comprennent le mangent le mieux. Beaucoup échouent parce qu'ils supposent que la gentillesse seule leur apportera du succès. Mais le pouvoir est rarement donné, il est pris. Cela ne signifie pas devenir cruel, mais cela signifie comprendre l'esprit de ceux qui cherchent à vous exploiter. L'empathie stratégique signifie lire profondément les gens, reconnaître leurs motivations et anticiper leurs mouvements. Il vous permet de naviguer sur la tromperie sans devenir vous-même trompeur. La plupart des gens sont contrôlés par la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de se tenir seul. Le Übermensch, cependant, développe une puissance interne. Cela signifie embrasser l'inconfort, prendre des risques et forger votre propre chemin malgré l'opposition. Les personnes les plus prospères ne demandent pas la permission, ils créent des opportunités là où il n'existe aucune. Il y a une différence entre impitoyabilité insensée et impitoyabilité contrôlée. Le premier est la destruction sans but. Le second est la capacité de faire des choix difficiles sans hésitation. Le vrai pouvoir nécessite de s'éloigner des relations toxiques, de prendre des décisions impopulaires ou de confronter des vérités inconfortables. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la force. La clé est de savoir quand et comment l'appliquer. Les impitoyables montent souvent rapidement, mais ils tombent aussi dur. Pourquoi? Parce que leur pouvoir est construit sur l'exploitation, pas sur la création. Le vrai Übermensch se construit. Qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une idée, d'un mouvement ou d'une transformation personnelle. Lorsque vous créez de la valeur, vous devenez indispensable. Vous n'avez pas besoin de manipuler parce que votre puissance est gagnée, pas volée. Alors, pouvez-vous réussir dans un monde qui récompense les impitoyables? Absolument, mais seulement si vous arrêtez de jouer selon les anciennes règles. Arrêtez d'attendre l'équité. Et pour une transformation personnelle, lorsque vous créez de la valeur, vous devenez indispensable. Vous n'avez pas besoin de manipuler parce que votre puissance est gagnée, pas volée. Alors, pouvez-vous réussir dans un monde qui récompense les impitoyables? Absolument. Mais seulement si vous arrêtez de jouer selon les anciennes règles, arrêtez d'attendre l'équité, et commencez à maîtriser le pouvoir selon vos propres conditions.
Mais cela nous amène à la question ultime, le pouvoir lui-même est-il mauvais ou est-il simplement mal compris? Le pouvoir est la force qui anime le monde, façonnant la vie de ceux qui le possèdent et de ceux qui sont à sa merci. Mais le pouvoir est-il intrinsèquement mauvais? L'exploration du pouvoir par Nietzsche n'était pas seulement une question de domination, c'était une question de création. Selon Nietzsche, la volonté d'acquérir le pouvoir est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'écraser les autres sous votre botte, il s'agit de vous dépasser, de transcender les limites du moment actuel et de devenir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Pourtant, tout au long de l'histoire, le pouvoir a souvent été lié à la corruption. Nous avons vu d'innombrables dirigeants qui, une fois qu'ils ont gagné les rênes, sont la proie de l'ego, de la cupidité et de la tyrannie. Ce paradoxe nous laisse nous demander, le pouvoir est-il maléfique ou expose-t-il simplement les pires parties de la nature humaine? Nietzsche a fait valoir que le pouvoir, dans sa forme la plus pure, ne pas nuire aux autres. Il s'agit de se surmonter, de rechercher la grandeur et de créer de nouvelles valeurs, pas de succomber aux moralités imposées par la société. Cependant, la boussole morale de la société rend souvent le pouvoir corrompu. Dans un monde où la vertu est défendue, l'individu qui cherche le pouvoir est souvent considéré avec suspicion. Mais que se passe-t-il si c'est un malentendu? Et si, en rejetant la moralité conventionnelle et en créant vos propres règles, vous incarnez simplement la plus vraie forme de vie, une qui est brute, non filtrée et sans vergogne? Nietzsche n'a pas vu la volonté de pouvoir comme un simple désir de contrôle sur les autres. C'était une force intérieure, une volonté de vivre plus pleinement, pour explorer les limites de votre potentiel. Dans cette optique, le pouvoir devient une poursuite éthique, qui vous met au défi de vous libérer des contraintes sociétales et de définir votre existence selon vos propres termes. Mais cela signifie-t-il que tous ceux qui recherchent le pouvoir sont vertueux? Que pas nécessairement. Le chemin du pouvoir peut être une épée à double tranchant, conduisant une à l'illumination ou à la destruction. La différence réside dans l'intention. La quête du pouvoir est-elle un moyen d'imposer votre volonté aux autres, ou est-ce un processus d'auto-opinion, de fabriquer une réalité qui s'aligne sur vos aspirations les plus élevées? Alors, le pouvoir est-il maléfique? Pas intrinsèquement. C'est un outil, celui qui, exercé par une personne d'intégrité, peut conduire à une grandeur inimaginable. Mais lorsqu'il est utilisé pour un gain égoïste ou pour opprimer les autres, il révèle les aspects les plus sombres de la nature humaine. Le défi de Nietzsche pour nous est de repenser le pouvoir, pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à maîtriser par la discipline, la force et un engagement indéfectible à devenir plus que nous ne le sommes aujourd'hui. Si cette exploration du pouvoir et du succès vous a fait réfléchir, à contester vos hypothèses et à déclencher une curiosité plus profonde pour la vie et la philosophie, assurez-vous de vous abonner au Miroir d'être Canal. N'oubliez pas de frapper le bouton like, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité et restez à l'écoute pour de nouveaux contenus chaque jour. Ensemble, continuons le voyage vers la compréhension, la croissance et la poursuite d'une vie plus puissante.